Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver avec nous ce soir. Georges, je veux juste faire une petite annonce qui est importante parce que lundi qui s'en vient, tu as participé, toi, à l'émission de Au-delà des mots avec Nancy. Et l'émission va sortir ce lundi en matinée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les gens vont découvrir l'homme vraiment derrière Campagne Québec Vive. Fait que c'est une autre approche. Tu n'es pas là comme chroniqueur, tu racontes ta vie, ton témoignage et ce qui t'a emmené vraiment à être derrière l'organisation Campagne Québec Vive. Donc, j'encourage les gens qui nous écoutaient à la maison ce soir de prendre une note et d'aller écouter ce témoignage-là. Parce que des fois, les gens nous voient d'une certaine façon quand on fait des nouvelles, mais quand on passe par l'émission, par exemple, Au-delà des mots, souvent, les gens voient un côté plus humain de nous que quand on fait juste de la nouvelle. Puis je pense que les gens vont découvrir un nouvel homme à travers Au-delà des mots. Donc, j'encourage chacun d'entre vous d'aller écouter ça à la maison. Georges, la semaine dernière, tu étais là, tu étais présent à Ottawa. C'est à ne pas confondre avec la Marche pour la vie qui viendra le 31 mai prochain à Québec devant l'Assemblée nationale et devant la fontaine de Tourny. On vous attend en grand nombre, donc c'est le samedi, le 31 mai prochain à 11h, mais elle prenait place la semaine dernière, la marche Ottawa, qui est la marche représentative pour l'ensemble du Canada notamment. Et donc tu y étais, mais juste avant de m'en parler, on regarde une vidéo puis on commente ça par la suite ensemble. Parfait. Protection at conception! Protection at conception! Protection at conception! Let's remember Jesus' words in Matthew 13. And the kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, and yet, when full grown, it is the largest of plants. The unborn child has been forgotten for too many decades, intentionally rejected, dehumanized by prime ministers and the majority of members of parliament for 40 years. While some are throwing elbows to climb the political ladder, we are standing for the child in the womb who has no legal protection in Canada. Now, are you ready to defend the dignity of every human being from the moment of conception to natural death? Are you ready to march for life? I am marching for these silent heroes of the pro-life movement, the birth mothers who make the hardest choice a mother can make. So I am marching today in gratitude for them and hoping that if you remember one thing I say today, it is to pray for birth mothers, for true heroes of the pro-life movement. We share our stories to reach out to anyone who is hurting after an abortion. So I had 9 abortions in 13 years, beginning when I was 16 years old. Much to my surprise, I found Jesus and his abundant mercy. I was forgiven, and I have children waiting for me in heaven. Every baby deserves protection at conception, and spreading this message has helped me to become silent no more. These stories, we all have them. All life matters. All life has a purpose and a meaning. And all of our stories are not individual. They are collective. They interweave together, forming a chain that we will never fully understand the totality of the story until we are on the other side in heaven. It's an absolute blessing to see good works like the March for Life, like you good people coming out here today to show your support, to march around this capital in front of the godless politicians, to let them know that God is the one who decides when we live and when we die. You pro-life politicians, you must speak the truth, even if it's unpopular. You must shine the light, even among those who prefer the darkness. The majority have said the giants are too big, abortion is too entrenched, the media is too powerful. But you came here to challenge the giants. You came here to change majority opinion and to confront the media narrative. They say it's about freedom, they say it's about choice, they say it's about autonomy. It's a lie, it's a lie, and it's a lie. I don't know about you, but a lot of people have difficulty getting medical treatment now in Canada, but they can get euthanasia quickly. You can get it the same day even. So the only thing you're being offered in our whole medical reform concept is death. Healthcare sanctuary is a human right that we demand. Because I will tell you one thing,
The world is watching Canada. What are you doing standing around? Let's go march! C'est un événement marquant. Malheureusement, chaque année, il y a très peu, pour ne pas dire l'absence des médias mainstream, brille justement par leur absence, notamment. Donc, mais toi, Georges, qu'est-ce que tu retiens de cette marche-là? Moi, j'ai lu qu'il y avait à peu près 5 à 6 000 personnes qui étaient présentes cette année. C'est à peu près ça. Ouais. Oui, C'était quoi le moment fort de la marche? Bien, disons qu'il y a plusieurs moments forts. Moi, ça fait la 16e fois que j'assiste à cette marche-là. Puis à chaque année, c'est un ressourcement. Je rencontre des gens que je n'ai pas vus, ça fait 1 an. Donc, il y a plusieurs événements. Ce n'est pas juste la marche le jeudi. Il y a un concert intime le mardi. Ensuite, il y a une conférence de presse. Le mercredi, où il y a eu des journalistes. J'ai vu Hélène Buzetti, par exemple, qui était anciennement au Devoir. Il y avait CTV. Donc, il y avait quand même des médias de masse. Il y avait Radio-Canada aussi qui se sont présentés, mais j'ai cherché ensuite pour voir s'il y avait une nouvelle. Il n'y avait rien d'écrit. Donc, il y a ensuite la vigile aux chandelles le mercredi soir, une vigile au Monument des droits de la personne à Ottawa, près de l'Hôtel de Ville d'Ottawa, où il y a quelques centaines de personnes qui se recueillent pour prier pour l'enfant à naître. La veille de la marche. Ensuite, le matin de la marche, il y a toutes sortes de services religieux dans des églises, dans des temples. Puis ensuite, les gens s'en vont à la colline parlementaire à midi. Donc là c'est la marche en tant que telle. Il y a des politiciens, d'autres personnalités qui vont faire des allocutions. Ensuite, on fait le tour. C'est une des plus grandes manifestations annuelles à Ottawa. Il y avait de la police en masse, des barrières partout. La ville... Vraiment, tout est arrêté au centre-ville. C'est quand même majeur. Mais ensuite, il y a le souper le soir, 500 personnes, souper pour jeunes, un autre 300 personnes. Ensuite, le lendemain, 2 sommets. Un sommet pour les chefs de file du mouvement Pro-Vie qui se rencontrent pour faire de la stratégie. Un autre sommet pour jeunes, 200-300 jeunes qui vont écouter à des conférences. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a une genre d'ébullition, de networking qui se fait, qui est très important. Puis c'est justement ça que j'aimerais reproduire au Québec avec la marche le 31 mai. Ça commence avec une marche, mais ça continue. Il y a une culture qui se bâtit à partir de la marche. C'est le souper. Cette année, on aura un souper. On peut, en passant, il y a encore des billets. Alors, si les gens veulent qui aillent voir qui nous contactent info@commercialcqv.qc.ca pour des billets au souper. Mais ensuite, ça sera des conférences par après et d'autres événements vont s'accumuler. Des expositions Pro-Vie. Il y avait aussi plein d'organismes qui présentent leurs activités, puis on fait du réseautage comme ça. Ah, vous faites ça, c'est intéressant, puis on discute, c'est très riche. Est-ce que parce que moi, je me souviens, quand j'avais été... couvrir notamment, on la couvre notamment à chaque année, ou on essaie d'être là à chaque année. Cette année, c'est un peu plus difficile, compte tenu des activités qu'on a enclenchées de notre côté également. Mais je me souviens, un petit peu avant COVID, on était près de 20 000 personnes. Est-ce que malgré que le COVID a peut-être cassé un certain momentum, tu vois un certain, justement, momentum reprendre place à travers ces marches-là au Canada? Oui, sauf un élément, c'est que nos opposants, nos ennemis idéologiques, ont réussi à faire peur aux écoles. Avant, nous avions... Maintenant, la marche à Ottawa, c'est quand même 40 ou 50 de jeunes personnes en bas de 18 ans même, ou en bas de 25 ans. Encore. Wow. Mais avant, c'était presque le 3/4, sinon 80 de la marche, c'était des jeunes écoliers qui venaient en autobus de différents conseils scolaires en Ontario. Mais avec le COVID, bien sûr, il y avait l'aspect sanitaire. Ils avaient peur, entre guillemets, Une fracture. Donc, il y a eu cette fracture, mais en même temps, quelques années de suite, il y a eu des contre-manifestations qui ont donné le prétexte nécessaire pour certaines personnes dans les conseils scolaires de dire « c'est dangereux, c'est dangereux pour les élèves, on ne peut plus envoyer d'élèves à la marche ». Et ça a coupé l'effectif par presque 50 Wow.
Donc ça, c'est difficile. En parlant aux organisateurs, ils disent on va faire une croix là-dessus, on les aura plus, ces élèves-là. Ouais. Il va falloir bâtir vraiment par le grassroots. Ouais. Écoute, je veux t'emmener ce soir je veux t'entendre notamment sur justement la pilule abortive. Quand on voit qu'il y a plus de 20 000 avortements qui sont pratiqués chaque année au Québec, puis qu'on banalise l'accès à la pilule abortive, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, selon toi, à une forme de déshumanisation silencieuse du drame de l'avortement? Oui, c'est une accentuation de cette déshumanisation-là, parce que avant, donc à partir de la légalisation de l'avortement au Canada de 1969, et ensuite en 89, où ça a été complètement dépénalisé, l'avortement est donc permis de la conception jusqu'à la 38e, 39e, voire la veille de la naissance. C'est complètement légal au Canada sans raison nécessaire. Donc, c'était toujours un geste chirurgical. Il fallait y aller soit avec une tige aspiratrice pour déchiqueter l'enfant ou il fallait faire, dépendamment du stade de développement, c'était un geste chirurgical. Donc, du point de vue, c'était barbare. C'est toujours barbare. C'est toujours une mise à mort d'un être humain, peu importe la méthode. Mais maintenant, c'est de plus en plus aseptisé, ou au moins on fait miroiter cet élément-là aux gens. On n'a plus à aller à une clinique, se faire passer par une chirurgie quasiment. C'est rendu vraiment juste, on prend en fait, c'est 2 pilules. Le mifepristone, en premier, c'est une pilule qui finalement étouffe le bébé, détache l'enfant à naître de la paroi de l'utérus, donc il meurt de soif et de faim. Et ensuite, le misoprostol, c'est la deuxième molécule. Elle, 24 heures après ou 48 heures après, ça provoque des contractions. Et là, la mère, qui est maintenant, c'est ça, au stade où elle peut laisser sortir l'enfant, elle doit s'installer sur une toilette, puis attendre que l'enfant sorte. Wow. Mais le problème, c'est que c'est pas... On miroite l'idée que c'est beaucoup plus simple, c'est juste une pilule, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'instrument introduit. Mais ça peut être très traumatisant. C'est anecdotique, mais j'ai lu des blogs pour plusieurs années. En France, ça a commencé plus tôt. Des personnes qui ont été traumatisées parce qu'ils ont vu l'enfant. Parce que, premièrement, ça doit se faire assez précocement dans la grossesse. Ça ne peut pas se faire après le premier trimestre. Donc, normalement, il faut une échographie pour s'assurer que l'enfant n'est pas rendu à 13, 14 semaines, parce que si on prend la pilule et l'enfant, donc, est tué, mais il ne sortira pas facilement, et là, on risque une infection grave et des saignements abondants, ce qui va nécessiter une hospitalisation. Donc, il y a environ 10 % de séquelles assez graves suite à ce régime-là de pilules abortives. Et ce n'est pas la même chose que les pilules du lendemain. Non. Ça fait un bout de temps que ça existe. Et ça aussi, c'est problématique. Ça peut provoquer des avortements, dépendamment de comment ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne en empêchant le sperme d'arriver au but. Parfois, ça empêche l'embryon, le jeune embryon, de faire une nidation, c'est-à-dire de s'agripper à la paroi de l'utérus pour ensuite continuer son développement. Dans ce cas-là, c'est un avortement précoce. Mais ce qu'on parle maintenant, c'est carrément une pilule qu'on prend, un pesticide humain qu'on prend pour tuer un enfant entre la conception jusqu'à la 10e, 11e semaine de gestation. De grossesse. Comment t'expliques qu'en pleine époque de valorisation de la santé mentale et du bien-être, on parle si peu des séquelles physiques et psychologiques potentielles de la pilule abortive? C'est parce qu'on refuse de voir, premièrement, la réalité de ce qu'est l'avortement, la mise à mort d'un être humain, la mise à mort de l'enfant même de cette personne qui prend la pilule ou qui subit un avortement. Donc,
Et c'est au nom d'une certaine conception de l'autonomie. Ah, cette personne-là a la liberté de choisir. Mais choisir quoi au juste? On ne choisit pas n'importe quoi. Dans la vie, on a des limites à ce qu'on peut choisir. Il me semble que les choix sont limités quand ça implique la mise à mort d'un autre être humain. C'est ça ce dont on parle. Donc, mais on ne veut pas en parler parce que c'est comme s'il fallait rectifier une injustice commise envers les femmes en les laissant tuer leurs enfants. C'est un peu ça. Regarde, on ne va pas retourner en arrière dans les années 50 où la femme était au foyer, puis il fallait qu'elle fasse Puis là, maintenant, on donne le choix aux femmes de faire une carrière et tout ça. Puis ça, il n'y a personne qui est contre ça, ou quasiment personne. Mais de là à dire, en plus, il faut leur permettre de tuer leurs enfants avant la naissance, sinon elles seraient prises au foyer. Mais là, c'est que c'est indigne d'une personne de vouloir la liberté au prix de la mort d'un enfant. C'est juste ça, c'est que je ne voudrais pas ça à mon pire ennemi. C'est égoïste. Qu'elle agisse de façon si égoïste, c'est psychologique. En plus, il y a des séquelles physiques. Il y a comme j'ai dit, il y a environ 10 % des personnes qui prennent cette pilule abortive qui doivent être hospitalisées. Un commentaire dernièrement sur notre page Facebook, une dame qui a dit, c'était pas un avortement qu'elle avait, mais elle a pris la deuxième sorte de pilule pour faire l'évacuation parce qu'elle avait subi, je pense, une fausse couche. Puis on dit, au lieu de faire un curetage qui peut quand même endommager la paroi de l'utérus, on va vous donner ça, le misoprostol, puis ça va sortir tout seul. Mais là, elle a eu des saignements tellement abondants que c'était rendu comme elle était arrivée à un cheveu de la mort. Elle a dû aller à l'hôpital, transfusion et tout ça. Je ne sais pas si elle a eu des transfusions, mais elle a dû aller se faire hospitaliser parce que c'était rendu sérieux. Elle a dit, je suis arrivée à un cheveu de la mort, c'était pas banal comme chose. Donc maintenant, c'est non seulement qu'on donne cette pilule-là, mais là, maintenant, les pharmaciens peuvent la prescrire. Oui, c'est ça. Comment tu réagis par rapport... Jean Coutu, on arrive de la rue, me semble que je suis enceinte, ça dit selon ma... Puis maintenant, donnez-moi une pilule abortive. Mais là, cette jeune fille-là, qui le dira, possiblement, elle ne le dira pas à ses parents, jusqu'à temps qu'il découvre qu'elle est dans la toilette en train de saigner à mort. C'est des cas comme ça qui peuvent arriver. Là, au Québec, on est rendu à 17 % des avortements. Donc, c'est environ 3 400 avortements par année se font par cette méthode-là. Mais le pire pour moi, c'est la banalisation. On prend une pilule pour tuer. Maintenant, on se passe des gestes comme aller à une clinique et tout ça. Maintenant, c'est comme on le fait à la maison. C'est aseptisé. À ton avis, pourquoi les ordres professionnels dans le milieu de la santé, qui se veulent les gardiens d'une certaine éthique, acceptent-ils, eux, aussi facilement aujourd'hui cette dérive? Bien, ils ont fait la paix avec la mort. Ils ont fait la paix avec... premièrement, c'était l'avortement dans les années 60. Maintenant, c'est l'euthanasie. Donc, le serment d'Hippocrate n'est plus respecté du tout. Là, la médecine telle qu'on l'a connue a subi une transmutation. Ce n'est plus la médecine comme on la connaissait. Parce que même le mot « santé », si on dit un service de santé, c'est l'avortement. Alors, mettre à mort un être humain, c'est un service de santé. Mettre à mort une personne qui veut l'euthanasie, c'est un service de santé. C'est la santé, ça? Donc, ce n'est plus la santé, c'est vraiment, on peut dire c'est un service qui est en lien avec le désir de la personne, mais ce n'est plus la santé. Alors, ces soi-disant gardiens de l'éthique ne sont plus des gardiens de l'éthique de la santé véritable, c'est des gardiens de l'idéologie dominante qui est instituée en santé et dans les autres institutions comme le droit et l'éducation et ainsi de suite. L'éducation n'est plus l'éducation non plus, c'est l'endoctrinement. Le droit n'est plus le droit non plus, c'est l'endoctrinement par la punition de certaines choses qu'on considère maintenant des crimes, mais qui ne l'étaient pas avant. Puis maintenant, ce qui était mauvais est bon aussi.
Donc, on peut penser à toutes les dérives de l'idéologie LGBT, comment les gens qui se prononcent contre se font punir, tandis que ceux qui sont dans les parades de LGBT, qui se promènent tout nus, tout ça, avant c'était illégal, maintenant c'est légal, puis même célébré. Donc, en justice non plus, ce n'est plus la justice, c'est vraiment la protection d'une sorte d'idéologie néfaste. Ouais. Georges, je saute du coq à l'âne parce que je veux t'entendre aujourd'hui me parler, parce qu'il y a un groupe qui a été financé par les libéraux, puis qui dresse justement une liste des églises canadiennes opposées à l'idéologie LGBTQ. Et je veux te rapporter quelques extraits que j'ai lus dans justement la nouvelle, qui provenait notamment de LifeSite News. Ça disait que le 30 avril 2025, un groupe d'activistes LGBT financé par le gouvernement libéral est en train de dresser une liste de groupes religieux qui ne se conforment pas à l'idéologie radicale du genre dans le but de transformer les croyances. Et le groupe en question s'appelle Rainbow Faith and Freedom. C'est un groupe de militants qui est financé par le gouvernement et qui est en train de construire une base de données pour évaluer les groupes religieux, y compris les églises, les synagogues, les mosquées et les temples, en fonction de leur adhésion à l'idéologie ou le lobby homosexuel. Et puis, ça va loin parce que, écoute, ça dit qu'il y a différents piliers là-dedans. Un des piliers, entre autres, du groupe vise à transformer les attitudes. Ça va loin, là. Les attitudes et les pratiques religieuses liées à la sexualité. Et un autre pilier de ce groupe, c'est promettre de s'attaquer à l'existence de la discrimination du lobby homosexuel fondé sur la religion au Canada. Non seulement ça, le groupe qualifie son plan radical comme étant un plan d'accueil et d'inclusion. Son site ou le site du groupe prône en fait l'éradication des groupes qui ne se conformeraient pas à ces règles. Et ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est que le gouvernement libéral, en 2022, a donné à ce groupe-là 400 000 pour un projet de 24 mois intitulé « Mettre fin à la discrimination fondée sur la religion dans le secteur religieux ». Et en 2024, les libéraux ont donné au groupe 495 000 ou à peu près pour cibler les établissements religieux de soins pour personnes âgées. Ça fait partie d'un plan plus large pour contrôler les groupes religieux à travers le Canada. Quand cette nouvelle-là a vu le jour, Georges, c'est drôle parce que quand cette nouvelle a vu le jour, c'était en simultané, alors qu'on était en train de dresser justement cette liste, c'était pratiquement en simultané avec ce désir-là qu'avait le gouvernement libéral dans son prochain budget, à l'article 429 et 430, justement d'enlever aux organismes religieux leur reconnaissance de leur statut fiscal de charité. Exactement, leur statut fiscal de charité. Comment tu réagis, toi, par rapport à ça? C'est quoi les conséquences de tout ça à long terme? Alors, je crois que ce groupe dont tu as parlé, là, le groupe Faith and Freedom, Rainbow Faith and Freedom. Rainbow, LGBT, donc, eux sont un groupe engagé par le gouvernement, sous-traitance, pour faire une veille des groupes religieux anti-LGBT, selon eux. Donc, ils veulent dresser une liste de toutes les églises, toutes les mosquées, tous les temples sikhs qui seraient contre l'idéologie LGBT. Et fournir ça au gouvernement. Ils vont fournir ça au gouvernement. Revenu Canada va prendre cette liste-là, je crois. C'est ça où ils s'en vont, pour ensuite dire « Ah, ces églises-là ne se conforment pas à notre idéologie pro-LGBT, donc ils vont perdre leur reconnaissance en tant qu'organisme caritatif de bienfaisance. Donc, ils ne vont plus pouvoir émettre des reçus d'impôts. Et aussi, ils pourraient même subir la révocation, une taxe de révocation, comme on a parlé durant l'autre émission, c'est-à-dire que lorsqu'on perd notre statut fiscal, tous nos avoirs qui sont liés au fait qu'on est un organisme de bienfaisance doivent être doivent être donnés à un autre organisme de bienfaisance ou bien, pour les garder, il faut payer une taxe de 100 % de la valeur.
Ouais. Donc, si on a des avoirs d'une valeur de 1 million de dollars, il faut soit donner tout ça à un autre organisme qui est reconnu par Revenu Canada, donc un organisme probablement pro-LGBT, ou bien, si on veut conserver nos choses, il faut payer ce 1 million de dollars au gouvernement, avec une levée de fonds quelconque pour avoir la paix, mais on perd quand même notre reconnaissance. Puis cette taxe de révocation-là inclut les actifs et les passifs. L'évaluation des actifs et des passifs. Mais disons, tous les avoirs, là, tout ce que... C'est ce que tu as dans ton compte de banque, ce que tu as dans ton building, puis la valeur de ton building. La valeur de l'édifice, tout. Là, tout ce qui appartient à l'organisme. Donc, c'est assez... C'est très dangereux. C'est très dangereux, effectivement. Et donc, c'est un groupe qui veut, je dirais, punir tous les organismes religieux qui ne vont pas dans le sens du narratif du gouvernement. Oui. Très, très, très rapidement, il y a aussi quelque chose d'autre, puis je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais il y a quelque chose d'autre qui a pris place la semaine dernière, si je ne m'abuse. La Cour supérieure du Québec reconnaît les troubles. Et avant d'aller plus loin, je veux qu'on regarde la vidéo qui dure à peu près 1 minute, on commentera ça ensemble par la suite. La Cour supérieure vient de trancher, un enfant peut légalement avoir plus de 2 parents. C'est inconstitutionnel d'interdire à un enfant qui est issu d'un trouble, donc de plus de 2 personnes qui sont dans la parentalité, d'avoir juste maximum 2 parents là-dedans. En bref, il faut être capable de reconnaître plus que 2 parents dans certaines situations extraordinaires. Habituellement, ça en prend 2. Oui. Le lanceur puis le catcher. Exact. Mais comment on peut faire un enfant avec 3? J'imagine, mettons que tu es avec 2 femmes, tu prends mon ovule avec ton spermatozoïde qu'on met dans l'utérus de l'autre femme. Là, ça veut dire j'ai 2 mamans et un papa. Ou j'ai 2 papas et une maman. Exact. Tabac, OK, c'est correct, là. Là, ce vous qu'on pouvez dit... être 10 parents, si vous voulez. Aucun problème. Puis ça fuckera pas l'enfant. Pantoute. C'est incroyable. Je savais que cette loi-là, pour le polyamour, puis qu'un enfant pouvait avoir plus que 2 parents, elle était en vigueur au Canada. Mais là, la province de Québec vient de reconnaître justement qu'un enfant pouvait avoir plus que 2 parents. Oui. Alors, cette révolution-là a commencé bien avant avec la légalisation du mariage gay. Ouais. À ce moment-là, on a dit simplement que le mot mariage ne veut plus rien dire. Mais le mariage est au fond le fondement de la famille. Ouais. Alors, si mariage ne veut plus rien dire, parce que 2 hommes peuvent être mariés, donc ça veut dire que la famille n'est plus non plus. La parentalité n'est pas nécessairement biologique. Et donc, c'est avec le mariage et sa destruction, le concept est détruit. Mais là, la famille part avec. Donc, ce que nous voyons maintenant, c'est que la famille, c'est une construction sociale, malléable à souhait, et basée sur le désir des parents et non les droits de l'enfant. Et ce que dont l'enfant a besoin pour se développer. Il n'y a pas de notion de la nature humaine et c'est quoi que l'enfant a besoin pour se développer sainement, une mère, un père, cette complémentarité sexuelle. Ouais. Tout ça, c'est balayé du revers de la main, en autant que les parents soient contents avec la situation, que ça soit un consensus entre ce groupe-là. Mais où je vois ça aller moi-même, c'est que bientôt, Richard Martineau l'a dit, c'est pas juste 2 ou 3, ça sera 4, 5, 6. Il n'y aura pas de limite en nombre. Puis je dirais même, il n'y aurait pas de limite en termes de personnalité juridique. Ça peut être une personne morale. Et bientôt, je dirais que le privé va se lancer là-dedans. Mais c'est ça la fenêtre d'Overton. On accepte des lois, avec la fécondation in vitro en premier, ensuite avec tout ce qui est des avancées génétiques, où on peut analyser le génome, puis trier pour les maladies ou toute autre caractéristique désirable et non désirable. Donc, on a le droit de faire des bébés in vitro. Ensuite, on va les trier pour leur défectuosité, sortir tous les défectueux. Ensuite, on va en faire multiplier, puis ensuite les croiser pour créer du bon stock qui ne sera pas malade autant. Ça va coûter moins pour le gouvernement.
Et bientôt, on dira aux parents naturels qui osent encore, de façon ringarde, avoir des enfants de la façon vraiment brutale et primitive, mais vous n'aurez pas de rame-cul parce que votre enfant sera malade, puis nos enfants qu'on fabrique dans l'usine de Microsoft et autres, parce que ce sera les parents de ces enfants-là, ce sera Microsoft, Google et ChatGPT, etc. Toutes ces compagnies-là vont créer en masse des citoyens modèles, disons, sans maladie, puis sans race peut-être. On va faire des enfants comme sans origine visible, pour pas qu'il y ait de chicane dans la cabane, disons, de nation encore. Un mondialisme génétique, si on veut. Ouais. Donc, ça s'en va vers ça. Mais puis là, on le voit arriver. Là, on n'est pas rendu là, mais on vient certainement de franchir une étape importante. C'est toujours du pas à pas. Ouais. C'est jamais instantané, mais on voit ça aller facilement parce que là, dès qu'on brise la barrière du mariage, c'était la première grosse barrière. Ensuite, la famille éclate parce que sans mariage, il n'y a pas de famille. C'est sûr. Ensuite, maintenant, c'est le. En fait, on a désacralisé le mariage, désacralisé la famille et tout ça. La conception de ça est disparue. Les gens n'ont plus de conception de ce qu'est la famille, bien, plus autant. Certainement pas en droit, certainement pas les juges. Et bientôt, ce sera les personnes morales, les IBM, les Microsoft de ce monde qui vont devenir parents. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer ces enfants-là. Le gouvernement va être content parce que ces enfants-là seront en principe moins malades et tout cela. Ils auront déjà toute leur vaccination comme incorporée. Ça sera vraiment n'est entre guillemets. Bien, l'avenir nous le dira. Mais merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous ce soir. Vous savez, on n'est plus dans les jours les jours des temps de la fin. On est vraiment engagé dans les heures des temps de la fin. Et l'Évangile de Luc, au chapitre 21, verset 28, est vraiment clair là-dessus. Ça nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Et on vit vraiment un resserrement. On vit vraiment une société qui est en changement actuellement. Et vous voyez juste la nouvelle sur les enfants qui peuvent avoir plus que 3 parents maintenant, plus que 2 parents, à monter jusqu'à 3 ou 4 parents. Vous savez, on a déjà la conception de la famille dans le livre de la Genèse qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père, un papa, et sa mère, une maman, et s'attachera à sa femme. On voit le couple, homme et femme ensemble, et tous deux deviendront une seule chair. Vous voyez, on voit déjà ça dans les notions, au balbutiement justement de la création. Homme, femme, couple, famille nucléaire, avec un papa, une maman, des enfants. On est en train de désacraliser le mariage, on est en train de désacraliser la famille et on est en train de faire face à des problèmes vraiment éhonteux, des choses qui se passent dans notre société.